comme les entreprises virtuelles, en fait, si vous voulez. Voilà. Alors, pour la méthode de formation, voilà, pour le moment, la classe telle qu'elle est dans notre sorte de formation, donc vous voyez, c'est déjà sympa, hein, c'est pas une classe horrible comme les classes d'école, mais on est chacun en... Voilà, on ne travaille pas vraiment ensemble. Je peux vous dire qu'une fois que les gens sont installés, ben, ils ne papotent pas tant que ça. Vous allez me dire tant mieux, mais parfois, ça serait quand même plus intéressant qu'on dispatche un peu plus les informations. L'idée alors a été de recréer, alors voilà deux petites solutions, je ne sais pas si vous voyez bien, oui quand même un petit peu, voilà, c'est en vert, c'est en bleu, des solutions pour recréer des îlots et essayer de faire davantage travailler les gens en sous-groupes, hein, dans le cadre justement de projets sur lesquels on s'articulerait sur le projet BIM. Donc le fameux projet virtuel BIM qui nous intéresse tant. Donc il faudrait un petit projet, pas trop gros parce qu'on n'a pas tellement de temps, et chaque apprenant pourrait représenter un intervenant dans le domaine d'un projet, donc géomètre, architecte, etc., comme je vous en ai parlé tantôt. L'idée, alors, des compétences à acquérir, de responsabiliser les apprenants. Et dans ce cadre-là, le formateur deviendrait davantage un chef d'équipe, donc le BIM manager quelque part, plutôt que le professeur ex cathedra qui va expliquer tout le bazar. Donc les apprenants vont amener des solutions eux-mêmes aux problèmes. On m'a également demandé de vous parler de la plus-value apportée par la démarche prospective donc, sur notre travail, sur ce qu'on a fait là. Ben voilà, donc moi j'ai trouvé que c'était vraiment très très intéressant. Donc on a posé un état des lieux, ce qui est déjà une très bonne chose, hein. On a soulevé des questions pertinentes sur base de cet état des lieux et en plus on a apporté des solutions. Donc maintenant les solutions à mettre en œuvre, elles sont peut-être pas aussi rapides que chez Design Innovation, hein. Bon, la construction c'est lent, hein. On est encore un peu dans l'artisanat, mais voilà, on ne désespère pas et au moins ça nous fait avancer sur des choses. Donc voilà, on a objectivé des idées. Parce que chacun est venu un peu, oui, moi je pense que ceci, je pense que cela. Ici, le fait de suivre la méthode habilitique, ben voilà, ça nous a permis de nommer, identifier, clarifier, organiser, ouvrir des perspectives et aussi, surtout, sortir d'idées préconçues par rapport à certaines choses. Donc ça, c'était très intéressant. Et alors aussi confronter ces idées à celles d'autres intervenants, puisque, comme pour Design Innovation, eh bien, on avait plusieurs intervenants, hein, voilà, des personnes de bureaux d'études, des architectes, de bureaux d'études de stabilité, de techniques spéciales, des entreprises de la construction, des formateurs, c'était nous, et puis des professeurs d'école, des professeurs d'université, donc de l'académique. Et voilà, tout le monde avait une petite idée sur ce qu'il fallait faire et dire, et c'était vraiment très intéressant de les confronter. Voilà, donc je pense que j'ai terminé. Je ne sais pas s'il me reste 30 secondes. Voilà, ça c'est le début, donc je vous remercie pour votre attention. Nathalie. Et donc j'accueille maintenant un triumvirat composé de Michel Verstrepen, du responsable de la ligne de produits numériques du Forum, Pierre Lelon, manager au centre de compétences TIC, Technofutur TIC, et Benoît Schins, conseiller formation à distance dans la cellule canaux numérique du Forum. Et donc ce trinôme va conclure en prolongeant la réflexion sur la mutation des formations. Michel, tu pars pour plus ou moins 20 minutes. Je te fais signe. Oui. C'est celui-là. C'est le numéro 7. Ok. En général, quand on parle de numérique, on ne parle jamais de la même chose. Ici, je suis un peu rassuré parce qu'en fait, j'ai vu un collègue qui avait tout lu Freud et qui avait compris l'évolution de l'informatique et du numérique. J'ai vu Jeroen qui nous expliquait que Agoria savait exactement où était la demande. J'ai vu un autre collègue qui m'a expliqué disposer d'une méthode efficace et qui permettrait de se projeter de façon réaliste à 5 ans. Et j'ai vu des témoins des centres de compétences qui avaient traduit la demande. Le problème, c'est que moi, mes patrons me demandent de faire du numérique pour tous et tout de suite.
Et la dernière personne sur laquelle on se retourne, c'est moi. Donc je suis effectivement en charge du numérique. L'informatique, ça se trouve surtout dans les centres de compétences. La raison pour laquelle j'ai invité Pierre à venir en parler, il en parlera mieux que moi. On a des développements TIS, parce qu'on va quand même parler un peu TIS, on est dans l'EdTech Forum, on va parler un peu des TIS également, parce que je crois qu'il y a une évolution assez importante de ce côté-là. Et donc, je fais intervenir un second collègue sur la partie e-learning. Comment soutenir cette évolution numérique? Cette évolution, elle se produit dans quasi la totalité des métiers. Enfin, je fais peut-être un peu de... Et le forum n'est pas au centre du monde, le forum n'est pas non plus au centre de l'évolution numérique, même si, comme on l'a vu aujourd'hui, il y a un certain nombre d'efforts qui sont réalisés, il y a une vraie volonté d'y aller, mais je crois qu'on est dans une logique d'écosystème, et si on veut construire quelque chose dans une logique numérique, nouvelle organisation du travail, etc., il faut le faire ensemble, avec d'autres partenaires. Le forum ne va pas faire ça seul. Moi, en tout cas, je ne le ferai pas seul. Alors, est-ce que c'est évident pour tous? Moi, je suis parfois un peu surpris. Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui imaginent que tous les métiers ne seront pas touchés par le numérique à l'horizon 2018 à 2020? Qui estime que certains métiers vont complètement échapper à cette évolution numérique? Personne? Question de rattrapage. Qui connaît Digital Wallonia? Non, c'est juste pour voir si vous étiez quand même un peu réactif. Mais visiblement, tout le monde ne connaît pas, malgré l'intervention de Pascal. Moi, ce qui me rend un peu, je dirais, un peu dubitatif, on a fait un voting à WorldSkills auprès des leaders de WorldSkills pour voir quelle était la proportion de métiers qui seraient touchés par cette évolution numérique. Et comme vous le voyez sur ce schéma, en fin de compte, on partageait. Enfin, c'est peut-être le message apaisant, c'est que ceux qui estiment qu'il n'y a pas d'évolution numérique pour tous, quelque part, sont un peu confortés par ce genre de résultats. Donc, il y a des gens qui estiment que 25% ou 50% des métiers ne seront pas touchés. C'est un avis que je ne partage pas facilement. Alors, je faisais un peu le rappel de ce qui avait été fait ce matin. On va compléter cette démarche avec mes collègues de la MEF, donc du service statistique, par une enquête auprès de nos TPE. Parce que la deuxième chose que je ne sais pas aujourd'hui, c'est où en sont nos petites entreprises en Wallonie. Alors, Agoria nous délivre un message, nous, on peut aller chercher des chiffres, on peut s'appuyer sur les travaux de Michel, mais quand on commence à interroger les TPE ou quand on va chercher les résultats d'un projet comme Commerce Connecté, on se rend compte que parfois, les patrons de TPE, ils sont quand même assez loin de tout ça. Espérons des résultats encourageants à l'horizon septembre, à croiser avec d'autres études qui sont menées par Sephora et par d'autres partenaires pour essayer là d'aller chercher vraiment quelque chose de précis. Maintenant, comment exprimer, comment traduire la demande des TPE? On aura probablement besoin d'outils. Et ces outils, une des raisons pour laquelle on a essayé au forum, en tout cas, d'initier un certain nombre d'actions et de créer un plan d'action numérique, comme d'autres, c'est on est conscient que ça concerne tous les citoyens, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, il faut augmenter le niveau des citoyens si on veut supporter le secteur du numérique. On peut avoir les idées les plus géniales du monde si on n'a pas d'utilisateurs au niveau local, si notre infrastructure, si nos équipements ne permettent pas d'utiliser l'application de façon régulière, et on peut parler d'ubérisation, etc. Si on n'arrive pas à avoir une ubérisation responsable et locale, ça n'a pas beaucoup de sens. La deuxième chose, moi, je soutiens qu'il faut vivre le numérique pour le comprendre. Dans ses errements, dans ses excès, il faut porter des montres connectées, il faut essayer de travailler sur différents périphériques, etc. Tout ce qui ne fonctionne pas, vous l'abandonnerez très rapidement. Vous êtes probablement tous dans cette situation. On n'est pas des utilisateurs exhaustifs du numérique. On utilise exclusivement ce qui nous semble avoir du sens. Et c'est la raison pour laquelle on doit articuler un certain nombre d'actions simples, visibles, structurées,
parler pour essayer justement de montrer où les uns et les autres nous sommes décidés à mettre l'accent. Et le troisième élément, c'est pour ça que je suis vraiment en demande de collaboration, c'est réaliser des économies d'échelle. Si chacun y va dans son secteur d'activité à réinventer la CAD, l'impression 3D, l'IoT, etc., on n'arrivera jamais à partager et à réaliser ces économies. On n'oublie pas les TIS. Les TIS, ça peut ressembler à ça, ou on peut en être très, très éloigné. On a parlé déjà de réalité augmentée et de réalité virtuelle aujourd'hui. La solution, c'est la réalité mixte, et on en parlera par la suite. Mais je vais d'abord faire une courte introduction sur la différence entre l'informatique et le numérique. Autant au niveau du vocabulaire, les choses semblent assez claires, autant il y a la totalité des profils concernés par les usages, par l'évolution de ces usages, et qui va faire du numérique par la porte ou par la fenêtre, autant il y aura des profils spécialisés TIC qui, eux, viendront en support du numérique. On a des outils européens. On les ignore souvent. On devrait probablement les utiliser de façon beaucoup plus intensive. Pour les métiers d'éthique, les choses sont relativement simples. On a un certain nombre de compétences qui ont été positionnées, ça a été validé par la plupart des acteurs, et aujourd'hui, on peut déterminer un certain nombre de profils. On a un autre outil européen qui est aujourd'hui une première, c'est le CEPIS, qui permet, au travers d'un positionnement de ces différentes compétences, en essayant d'être aussi efficace que possible, ou en tout cas aussi rationnel que possible, d'obtenir une vraie roue de compétences, ce après quoi court un certain nombre de pédagogues depuis assez longtemps, une vraie roue de compétences, et dans la partie droite de l'écran, un taux de matching avec la totalité des métiers TIC. C'est de l'humour pour informaticien, dans la mesure où découvrir qu'on n'est pas effectivement bien positionné dans sa filière métier, ça peut être quelque chose d'amusant. Mais moi, j'ai réalisé l'exercice à titre personnel, évidemment en prenant un peu d'âge, en perdant la vue et une partie de l'usage de certaines phalanges. Il y a effectivement des choses que je ne peux plus faire. Ça, c'est très, très clair. Mais c'est assez intéressant, parce qu'en fait, j'étais business analyst. Aujourd'hui, on est en train de me pousser vers d'autres spécialités. Et ça peut être intéressant. C'est une démarche qu'on pourra peut-être, à un moment ou à un autre, appliquer également au numérique. On a un deuxième référentiel européen qui, lui, ne s'occupe plus des TIC, mais qui s'occupe exclusivement des compétences digitales. Ce référentiel s'appelle DIGCOMP. Il en est aujourd'hui à sa version 2.0. Je fais du lobbying pour qu'on utilise au maximum ce genre de référentiel. Il partait, ce référentiel, d'un constat assez difficile. Car 40% des Européens ne disposent pas des compétences digitales de base. Que sont les compétences digitales de base? C'est justement ça que DIGCOMP va essayer de définir. Mais plus grave, 42% de ces personnes sont sans emploi. Ce qui veut dire qu'on arrive là à corréler le nombre de personnes qui sont aujourd'hui exclues de l'emploi et le manque de compétences numériques. Il y avait une étude assez intéressante il y a 1 an ou 2, une étude d'ING, qui prévoyait ou qui prédisait une révolution importante, la perte d'un nombre important de profils et d'emplois. Ils étaient probablement un peu jugés partis, dans la mesure où c'est eux qui ont commencé à licencier en Belgique, et pour ces raisons de numérisation. Vrai, fausse, quoi qu'il arrive, c'est aujourd'hui un excellent argument pour pousser vers la sortie un certain nombre de profils. Le plan du numérique du Forum, il est basé sur 4 éléments assez simples. En restant dans les actions européennes, on vient de parler de ce que l'Europe propose comme outil et les initiatives wallonnes, faire de l'autopositionnement, amener tous les citoyens wallons à exprimer leur propre positionnement par rapport à ce numérique. On a un autre outil européen qui est l'Europass CV aujourd'hui, qui permet très rapidement, et sur le même cadre que le cadre des langues, en spécifiant si on est A1, A2, B1, B2, C1, C2, aller se positionner de façon très très claire et dire voilà où je crois en être aujourd'hui.
2, disposer de contenus de formation, des contenus qui soient aussi ouverts que possible. Donc des contenus qu'on mettra à disposition de toute personne qui a le statut de demandeur d'emploi et pas nécessairement une personne qui est dans un processus de formation. Donc des gens qui, dès le moment où ils ont un peu de temps, avant même d'entrer dans une formation professionnalisante ou qualifiante, peuvent se préparer et essayer de se muscler sur ces aspects numériques. 3, des tests de validation du positionnement. Aller objectiver le positionnement de la personne via des tests automatisés, des tests adaptatifs qui vont lui dire sur les différentes compétences numériques qui sont la gestion d'informations, la création documentaire, la communication, la collaboration, les éléments liés à la sécurité ou au bien-être et la résolution de problèmes, parce que le numérique, c'est d'abord de la résolution de problèmes, on peut parler d'expérience utilisateur, etc., mais c'est d'abord résoudre des problèmes et faire évoluer les processus qui, sur ces différents niveaux-là, vont être positionnés de façon valide. Et les gens pourront à ce moment-là, effectivement, se retourner vers les formations qualifiantes et vers des contenus plus structurés pour aller chercher les compléments nécessaires. Et la quatrième chose, certaines de mes collègues en ont parlé, c'est les usages collaboratifs. Le numérique, c'est de la collaboration, et donc il y a tout un tas de filières métiers qui vont devoir intégrer cette façon de travailler, cette nouvelle organisation du travail, ces organisations relativement plates, beaucoup moins pyramidales. Et là, il faudra intégrer ces réalités numériques bien au-delà des éléments technologiques. Le numérique, c'est plus que de la techno. Le numérique, c'est de la collaboration, c'est de la résolution de problèmes, c'est de l'intelligence. Et là, la Wallonie a probablement quelque chose à faire pour essayer de créer un écosystème wallon, donc quelque chose qui aille bien au-delà de ce qu'on nous impose comme outils venant de gauche et de droite, mais des outils qu'on arrive à faire fonctionner ensemble avec une vraie logique locale, quoi. La maturité numérique des citoyens, quel est leur parcours? Le schéma est un peu difficile, en général j'utilise en interne, mais 1, on fait des constats, 2, en fonction des niveaux. À 0, la personne est vraiment très très éloignée, elle a besoin d'un accompagnement immédiat. Il y a tout un tas de structures à Wallonie dont c'est la mission, PMTIC, les EPN, les CISP, il y a des gens qui peuvent travailler là-dessus. On peut travailler sur les aspects de cohésion sociale. Le niveau 1 à 2 des profils débutants, on a des contenus PMTIC, les contenus Forum, des contenus provenant d'autres initiatives, y compris Wallcode, coordonnés par l'ADN sur les aspects purement code et dont certains des acteurs se trouvent ici dans la salle. Et ainsi de suite, pardon, je vais quand même rester là-dessus, et ainsi de suite jusqu'au niveau C1, C2, donc les niveaux les plus expérimentés. On a parlé tout à l'heure de BIM, etc. On peut parler dans les centres TIC, et Pierre en parlera tout à l'heure, d'une orientation encore un peu plus forte qui est prise aujourd'hui sur les data ou sur la cybersécurité, par exemple, ou l'e-santé. Je reviens rapidement à ce petit outil, parce que cet outil-là, on peut tous l'utiliser, et si on veut faire des constats, si on veut orienter, on est obligé de passer par cet outil. C'est l'Europass CV, c'est un outil relativement simple, où au niveau des langues, on spécifie son niveau et on est guidé, et on nous donne le type d'activité et le type de compétences qui correspond au niveau. Et on a la même chose aujourd'hui au niveau du numérique, et je sais quelles activités sont couvertes par un utilisateur élémentaire, un utilisateur débutant ou un utilisateur expérimenté. Les 5 catégories d'activités sont reprises là-bas, donc les 5 volets compétences. Une fois que c'est terminé, j'y joins l'une ou l'autre attestation, des attestations des dispositifs wallons, des attestations d'institutions ou d'opérateurs, de façon à venir valider ça et à permettre aux différents intervenants d'interagir entre cette partie déclarative et une partie qui sera plus une partie validée. Un rapide tour sur PMTIC, parce que PMTIC aujourd'hui permet de générer un syllabus en allant faire une sélection de compétences et en disant tiens, moi pour un maçon, pour un soudeur, j'ai besoin de telle et telle compétence et je vais avoir un syllabus assez basique orienté vers ce type de profil. Des contenus pour le niveau B ou le niveau A2, B, ce sont plutôt des MOOC ou des systèmes partagés. Il y a un projet de la région qui vise à essayer d'avoir une plateforme mutualisée. C'est probablement un des bons réceptacles pour ça. Ce sont des contenus de formation en formation à distance. Il faut remodifier ça, il faut travailler sur de la vidéo interactive, sur de la visioconférence, sur des éléments beaucoup plus avancés que ceux qu'on a aujourd'hui. Les outils sont là.
des modules de formation, d'appropriation basés sur des ressources locales, que ce soit Digital Wallonia. Maintenant, tout le monde, je suppose, aura entendu Digital Wallonia. Qui connaît Digital Wallonia? Non, toujours peu. Parce que, ou Regional IT, qui est un magazine, qui est un organe de presse local qui fait des articles de très très bonne qualité, ça serait dommage de passer outre. Et j'en arrive à donner la main à Pierre Lelong, qui va nous expliquer que sur ces niveaux C, donc sur les niveaux les plus expérimentés, les centres de compétences ont aujourd'hui une action concrète à mener. Bon, je vais devoir faire court parce que Pascal Balancier m'a fait sucrer 15 slides. Et comme beaucoup de personnes, j'ai participé aux ateliers de prospective aussi de David, et c'est un élément important. Et je vais m'exprimer enfin à deux titres en mon nom, au nom de ma collègue aussi Martine Van Canberg qui n'est pas là et qui anime la formation qualifiante depuis maintenant à peu près 20 ans à Technofutur TIC, puisque vous êtes invités déjà tous l'année prochaine à notre 20e anniversaire. Ceci dit, quand on parle de compétences TIC, et c'est tout le problème, toute la question du numérique, on était 4 centres TIC, vous les connaissez tous. Technofutur TIC, Technifutur, Technobel, Technocité, et il y en a un 5e aujourd'hui. La plupart ne le savent pas. Ça a été intégré il n'y a pas longtemps, le CPGRA aussi, parce qu'il y a un rapprochement progressif des activités qui se font qu'aujourd'hui, en effet, le CPGRA, c'est plus simplement de l'impression numérique, c'est aussi de plus en plus du web design. Design innovation pourrait l'intégrer aussi. On serait à 6, ce serait marrant, bientôt à 7. Et ça montre bien comment évolue en permanence le numérique. Alors, Jeroen parlait tout à l'heure de son an et demi personnes, et c'est vrai, tous les chiffres sont contestables, mais Jeroen intègre les professionnels TIC et non TIC du secteur, plus les professionnels TIC hors secteur. Sinon, ça fait à peu près 140 000 personnes. Mais il faut savoir que globalement, Wallonie, sur les 14 à 15 000 salariés, sur les 1000 entrants qu'il y a chaque année, 50% viennent de 400 de compétences TIC. Ça veut dire l'importance de la formation continue, et notamment de 4 structures en ASBL, par rapport à l'ensemble de la formation. Je voulais simplement le rappeler à ce niveau-là, et c'est important de même rappeler au niveau des compétences et des fonctions du centre, des publics, que nous avons comme public aussi l'enseignement, et notamment dans le plan du numérique. Et je vois Benoît qui est assis là-bas, et en plus Pascal, c'est un élément très très important. C'est tout le projet École numérique, c'est tout le projet TIS, c'est la montée en puissance de nos écoles, aussi bien sur les équipements que sur les usages numériques. Alors les métiers numériques, je ne sais pas où ils sont, comme il disait, on peut les estimer de manière très diverse. La Wallonie n'est pas nécessairement première de classe en Europe, mais si je prends des chiffres en France, sachez que globalement l'informatique au sens strict, c'est à peu près 3% du PIB. Si on prend l'économie numérique au sens large, avec par exemple tout le secteur des start-up, on passe à 8% de l'économie numérique. Il y a 4 ans avait été organisé au Sénat en France un colloque sur l'e-commerce. L'e-commerce, en 2012, représentait en France déjà plus d'emplois que l'automobile. C'était 60 000 emplois qui étaient dans l'e-commerce. Et souvent de l'emploi nettement plus qualifié qu'on pouvait retrouver dans de la vente à distance ou du commerce traditionnel. Donc, tous ces métiers évoluent en permanence. Alors, je ne sais pas trop ce qu'est exactement un data miner, un data analyst qu'on fait. Finalement, les définitions du data analyst aujourd'hui n'ont guère changé par rapport à il y a 20 ans. Ce sont les technologies qui ont changé. Les compétences de fond, on peut changer. Mais l'économie numérique est en effet beaucoup plus large que ne l'est l'informatique au sens strict. J'aurais pu prendre les chiffres du forum. J'ai pris les chiffres d'une grosse plateforme. C'est simplement LinkedIn. À propos de formation data, il faut savoir que globalement, les métiers d'analyse de données aux Pays-Bas sont les métiers qui sont aujourd'hui les plus recherchés sur LinkedIn. C'est-à-dire l'intérêt dans un secteur qui est en pleine puissance. Et pour tout vous dire, on parlait de données structurées, non structurées, on parlait d'IoT, on parlait de mobile, etc. Globalement, la quantité de données est en train de décupler entre 2012 et 2020. On va passer en termes de chiffres de 4 zeta-données, zeta-octets données. Alors, des zeta-octets, c'est 4,21 zéros d'affilée. On va passer de ça à 44 zeta-octets de données.
À titre indicatif, déjà aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, les data centers publics, privés, c'est de l'ordre de 2 tranches de centrales nucléaires. Voilà. Alors, je veux bien qu'il y ait beaucoup de chats, beaucoup de chats qui circulent sur le web et que ça bouffe de l'énergie, mais c'est ça aujourd'hui l'ampleur de ce que ça peut représenter. Et les données ne vont faire qu'exploser et se multiplier. Alors, il y a des métiers qui en résultent. Alors, naturellement, c'est celui de droite. On parle beaucoup de data scientist. Alors, le data scientist, vous allez voir, vous vous promenez sur le web, vous allez voir qu'il lui faut à peu près avoir un minimum un bac plus 5 spécialisé, voire en doctorat, etc. Mais on en forme à la Technofutur en 2-3 mois. Voilà. Alors, je vais vous expliquer un tout petit peu comment on fait. Mais il y a aussi des métiers plus simples qui apparaissent, comme Chief Data Officer. Le Chief Data Officer, c'est le responsable, c'est le directeur des données aujourd'hui en entreprise. Avant, il y avait un responsable, un directeur informatique. Maintenant, on a créé l'équivalent spécialisé sur la donnée pour intégrer globalement toute la chaîne de la valeur de la donnée. À peu près tous les groupes aujourd'hui s'en dotent. Il faut savoir qu'un Chief Data Officer, quand nous avons créé une Data Academy dont je vais parler maintenant, il y a 1 an à peu près, c'était les premières formations qui nous étaient demandées au niveau des entreprises. C'était pouvoir participer à des cycles de formation de Chief Data Officer. Ce n'était pas des choses très, très avancées, c'était simplement cette fonction de base. Alors, pourquoi et comment on s'est lancé finalement il y a maintenant à peu près 2 ans dans les données? Il y a beaucoup de raisons. Et quelque part, c'est trouver le bon momentum. Et le bon momentum, je peux commencer par la dernière ligne, c'est mauvais, il y a eu un changement de direction. Et Yvan, c'est très important, et je l'ai mis, je ne savais pas qu'il allait dans la salle, parce que quelque part, il vient de l'informatique de gestion. Il a une culture double, économique et data, ce qui est informatique, ce qui a amené à voir les choses de manière très différente par rapport aux enjeux des données. Mais ce sont aussi globalement toute la littérature scientifique. Il suffit de voir le nombre d'offres d'emploi qui sont publiées. On en a parlé énormément, ce sont les travaux initiés, notamment c'était en 2015, en matière de prospective métier, sur les 5 métiers des data, ça a joué beaucoup. Mais ça ne suffit pas. Parfois, il faut aussi des impacts sectoriels, notamment dans la salle, il y a la représentante TIC de Sephora, je ne sais pas où elle est, Geneviève, elle est là-bas. Ces formations, que ce soit pour les demandeurs d'emploi ou pour les travailleurs, sont des formations qui sont organisées avec le secteur. Si le secteur ne suit pas, pour beaucoup, on ne peut pas les organiser. Dans les évolutions aussi, en faisant de la veille, on parlait de la veille juridique, il y a le fameux règlement général sur la protection des données. Alors c'est un monstre du Loch Ness. Je ne sais pas si le fameux Data Protection Officer sera un nouveau métier ou ne sera pas un nouveau métier. En tout cas, c'est un nouveau rôle. C'est un nouveau rôle pour lequel il y a une demande en formation qui est en train d'émerger progressivement. Voilà, ce sont un peu tous ces éléments qui nous ont convaincus globalement, il y a maintenant 2 ans environ, de passer et de créer une offre spécifique data qui nous a amené notamment à créer une offre, une Data Academy. Alors, il y a d'autres éléments qui sont intervenus aussi. Il y a le besoin, vous l'avez bien compris, que les centres de compétences, notamment TIC, essaient de se coordonner de plus en plus. C'est important, je crois, qu'en matière de cohérence des besoins et des moyens publics, c'est le fait aussi d'essayer de réagir très vite et rapidement. C'est très bien de dire, data scientist, mais toute la littérature dit qu'il faut un doctorat ou un postdoc. Comment nous, on peut faire? On a commencé à le monter de manière très rapide, de manière très légère. Ça veut dire en ligne, en sachant très bien qu'on expérimentait, éventuellement, on pouvait se tromper. On a eu la chance, on ne s'est pas trompé. On a fait en sorte d'essayer de limiter le risque, mais il faut l'accepter. Il a fallu aussi créer des réseaux d'employeurs, se faire connaître. Avec Technobel et Sephora, on a été très surpris, mais l'année passée, on a organisé une conférence sur le Big Data à Louvain-la-Neuve. En soirée, il y avait 200 inscrits sur les Big Data. Voilà. Il y a tout un réseau qu'on retrouve à Charleroi, par exemple, autour des bibliothèques, qu'on peut retrouver en Brabant wallon, de petites entreprises aujourd'hui qui sont très demandeuses de formation de pointe en matière de Big Data. Donc, finalement, le marché était là, la demande commençait à émerger, ce qui nous a amené à y aller. Alors, le gros problème qu'on avait, c'est qu'il y avait pléthore d'études, pléthore de référentiels, pléthore de nomenclature, pléthore d'instruments finalement d'analyse qui ne se complétaient pas, et ça David pourrait nous le dire.
sont complétés très très mal les uns par rapport aux autres et qui étaient complètement hétérogènes. C'est un des avantages, c'est aussi une des faiblesses dans le secteur informatique. Vous allez voir maintenant sur votre smartphone le profil de data scientist, vous allez en trouver 25 qui sont complètement différents. Donc la première chose que nous avons fait, c'était travailler sur un référentiel d'un certain nombre de métiers. Voilà, ça c'est vraiment le slide de travail du premier groupe de 12 métiers qu'on a essayé d'identifier en travaillant avec des professionnels, avec un expert universitaire et un autre venant du terrain. Et on va retrouver notamment le data scientist, le data analyst cité par Michel, mais également d'autres métiers. Donc on a essayé simplement, sémantiquement, de faire parler les gens ensemble. Parce que des référentiels, en effet, si vous prenez d'un côté, on le connaît tous, le ROM V3, je crois qu'il y a 16 métiers informatiques aujourd'hui, je crois que c'est ça, Michel. L'OPEC en France a sorti un référentiel, une nouvelle nomenclature des métiers informatiques, 176 métiers informatiques. Et il faut se débrouiller avec ça. Donc on essaie de définir une terminologie et des groupes de métiers partagés. On en a fait 12. Et globalement, on est revenu sur 4 dont je parlerai bientôt. On a utilisé aussi, c'est très très important d'utiliser en effet des ressources méthodologiques européennes partagées quand elles existent. Et ça, c'est le fameux référentiel européen de compétences numériques. Ça fait plus de 15 ans que je m'intéresse aux problématiques de référentiel, de compétences, de formation. C'est la première fois dans ma vie que j'ai trouvé un outil que je trouvais au point, efficace et permettant de gagner du temps. Parce que la plupart du temps, on le perd plutôt qu'autre chose. Donc l'offre a été, à travers cette data académique qu'on a créée, était double. C'était d'abord de travailler sur des demandeurs d'emploi, parce que nous sommes financés pour ça. Il ne faut pas l'oublier, nous ne sommes pas financés pour former des travailleurs. Nous devons trouver notre propre seuil de rentabilité. Et les 4 premiers domaines, c'était data analyst, le data scientist, qui est l'espèce de couteau suisse que tout le monde rêve d'avoir, qui est relativement difficile. Le BI consultant, et les derniers sont ceux, notamment au niveau du Chief Data Officer, du Data Protection Officer, du responsable de sécurité de données sur lesquels on travaille. Alors, en 2 ans, je vous ai dit, ça s'est fait. En 2 ans, ça représente à peu près 3 sessions par an. 3 sessions par an, à 12 personnes, ça fait 36 personnes. En 2 ans, c'est à peu près 10% de la volumétrie d'activité demandeurs d'emploi, mais aussi travailleurs de Technofutur, qui a migré vers, finalement, cette orientation data. Alors, naturellement, le secteur nous demande des gens très qualifiés. Ça veut dire que nous aussi, en amont, on va s'adresser à des gens qui sont plutôt très qualifiés. C'est sans doute ça une des particularités. Si on entendait Jeroen, il nous dirait tous, oui, tous universitaires. Donc, quelque part, nous fixons le seuil d'entrée très haut. Ce qui veut dire qu'on parvient à trouver des gens, parce qu'il y a des gens très bien qualifiés sur le marché, qui ont besoin parfois d'une petite touche supplémentaire pour se réorienter. Nous avons eu notamment des gens qui avaient des post-docs dans des secteurs où il n'y avait absolument plus d'emploi, qui recherchaient des pistes pour se réorienter. On a des océanographes, on a des géographes, on a des gens très bien. L'inverse, le point faible, c'est qu'on doit imaginer aussi de nouvelles lignes de produits de formation pour des gens moins qualifiés, pour quelque part respecter aussi notre mission sociale. Alors le catalogue travailleur a été créé parallèlement. Le catalogue travailleur, c'était une prise de risque là sur 4 métiers qui étaient les 4 dans lesquels nous croyons en termes de développement. Donc ça, c'est vraiment l'analyse que nous avons menée. Donc c'est traditionnellement le data analyst et le data scientist, mais également le chief data officer, dont en effet, à mon avis, toute entreprise va se doter en Belgique dans les 2 ans à venir, et le BI consultant. Parce que malgré ce qu'on peut croire, on a en effet cette dualité, je parlais de Big Data à Louvain-la-Neuve, on a cette dualité aujourd'hui entre d'une part la maturité moyenne des entreprises, et la maturité moyenne des entreprises aujourd'hui, c'est j'ai envie d'avoir un expert en business intelligence. C'est ça. J'ai envie de suivre des formations Power BI ou de suivre des formations de data visualisation, pardon. J'ai terminé. Et quelque part, en effet, il y a tout un secteur émergent qui, lui, est demandeur de formation extrêmement pointue. Alors, voilà, ça, c'était mes conclusions.
Je crois qu'il est important, quand on lance, on a pris des risques, et Yvan, je remercie Yvan, qui a accepté de prendre ce risque, en effet, de se lancer dans ce projet, parce que, en effet, on allait sur quelque chose de non balisé sur la Belgique. On savait qu'à l'étranger, ça existait. En Belgique, on n'avait pas de repères. Ça, c'est la première des choses. Donc, il faut être en corrélation, et en bonne corrélation, avec globalement les besoins de l'économie. Travailler avec son secteur, c'est pour ça que j'ai remercié entre autres CFRA. On s'est rendu compte d'une chose aussi importante, c'est valable pour les data, c'est valable pour autre chose. C'est que globalement, les compétences qu'on nous demande de mettre dans nos formations qualifiantes pour demandeurs d'emploi ne sont pas les mêmes qu'en formation continue. Il y a des écarts qui sont très très forts. Il y a des formations qu'on a essayé de reprendre des catalogues demandeurs d'emploi, dont formation qualifiante, pour les remettre en formation continue entreprise. Elles ne marchent pas du tout, parce qu'elles sont considérées comme étant des compétences de base, des compétences a priori nécessaires pour recruter. Voilà. Je pense aussi qu'il y a une évolution très forte, et je ne terminerai pas là-dessus, et puis je ne ferai pas de prospective sur l'avenir, sur l'évolution actuelle des besoins en formation. Il y a eu une étude publiée par Data News il y a à peu près 15 jours, où les gens, à propos des modes de formation des personnes. Dans le secteur informatique, aujourd'hui, ce sont les webinaires qui deviennent le premier mode de formation. Après, ce sont les MOOC. Après, ça devient la formation à distance. Et enfin, intervient la formation présentielle. Les gens qui viennent aujourd'hui, notamment les travailleurs, se former chez nous, n'ont plus du tout les mêmes attentes, les mêmes besoins. Et ils ont fait un peu comme tout le monde, tout un chacun, quand il va chez son médecin et qu'il va sur Doctissimo, ils se sont renseignés avant de venir en formation. Ils ont déjà acquis des compétences. Et dans l'évolution du métier de formation, et par rapport aux data, mais par rapport à d'autres secteurs aussi, c'est vraiment un élément clé de la manière dont nous devons concevoir l'évolution du business model de nos métiers de formation. Je te remercie. Merci Pierre. Et pour conclure, une petite démonstration. Avant, peut-être encore un peu de blabla. Parce qu'en fait, j'avais dit qu'on parlerait un peu de TIS. Les TIS aujourd'hui, c'est la réalité mixte. La réalité mixte, c'est mélanger le réel et le virtuel. Donc les cases de réalité augmentée ou de réalité virtuelle sont déjà pas mal dépassées. C'est probablement Microsoft avec HoloLens. Quelqu'un connaît HoloLens ? Ouais, quand même, presque autant que Digital Wallonia, c'est génial. Donc en fait, HoloLens, c'est quand même la possibilité d'amener de la formation interactive, pas seulement une interaction avec de la faux flat, donc à plat comme ça, qui donne une information sur un monument, sur un bâtiment ou quoi que ce soit. Là, on est vraiment sur quelque chose de full interactif. Microsoft a des kits qui coûtent à peu près 3 000 €. Dans les quelques mois qui viennent, on va descendre de 3 000 à 300 €. Ça va probablement changer pas mal le modèle, quoi. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser ce genre de choses? Le numérique, c'est la possibilité, d'une part, de créer de nouvelles interactions avec l'utilisateur. Je parlais tout à l'heure de visioconférences, de vidéos interactives, de systèmes avec des hotspots, etc. Il y a eu tout un tas d'initiatives au niveau pédagogique, dans l'enseignement et dans la formation, pour modéliser un certain nombre d'éléments, pour modéliser les contextes. C'est-à-dire modéliser une chaîne de production dans l'industrie, modéliser les bâtiments, etc., etc. Ces expériences, simplement pour un problème, à mon avis, d'adéquation avec le public, pas le public apprenant, plutôt le public de coaching, le public des accompagnants. On a eu un certain nombre de choses. Il y avait aussi probablement des retards au niveau technique. Par contre, et ça c'est une leçon du numérique, ce qui a été modélisé, les efforts qu'on a fait pour cette modélisation, eux, on pourra quelque part leur assurer une certaine pérennité en les amenant vers ces nouveaux usages de réalité mixte, etc., etc. Alors mon collègue, tout à l'heure, à l'issue des 3-4 slides qui est ici, va faire une présentation, parce qu'il est plus sur ce genre de projet, mais peut-être aussi refaire rapidement l'historique qui a amené à passer de la modélisation et plutôt d'une logique de tutoriel à quelque chose qui est voué à une diffusion beaucoup plus large. Au niveau de TIS, et c'est parce que j'ai toujours mon bâton de pèlerin avec DishComp, il y a un nouveau référentiel pour les enseignants, donc qui lui vise les compétences attendues des enseignants pour essayer de transmettre ces compétences numériques. Et les compétences attendues des enseignants ne couvrent évidemment pas seulement les aspects liés à, je prends ta petite souris,
les aspects liés à la techno, donc la dernière colonne, la colonne 6, qui est en fait la facilitation, mais il y a tout un tas d'autres interventions et d'autres utilisations du numérique. Et pour une fois, tout ça, de nouveau, est relativement structuré. Et on va parler d'engagement, on va parler de ressources digitales, on va parler de pédagogie digitale, parce qu'il y a autre chose à mettre en route. On va parler d'assessment. Et donc, ce référentiel-là existe aujourd'hui. Et je crois qu'on a intérêt à échanger et à partager autour de ce référentiel-là. Dans notre plan numérique, on avait vu que c'était de l'autopositionnement et puis des ressources de façon à pouvoir disposer ça en amont, en aval des formations. Le troisième élément très très important, c'est la valorisation des compétences, des tests de positionnement adaptatif. Moi, on va utiliser TOSA, ENI, TANU, etc., mais il y en a un qui aujourd'hui commence quand même à évoluer pas mal. C'est PIX, c'est un outil open source qui est mis à disposition par le gouvernement français. Il est full compatible DIGCOMP, donc les 21 compétences dont je vous parlais peut-être très rapidement tout à l'heure, et bien en fait on peut aller les tester dans cet outil en ligne. Et on a les activités collaboratives. Il va falloir qu'on sorte un peu de nos murs et qu'on amène des endroits plus proches de la logique des startups, des endroits plus à même de diffuser et de disperser les derniers usages avec les dernières technos. Les dernières technos qui, de mon point de vue, mais je peux me tromper, sont plutôt des technos domestiques. Aujourd'hui, ce qui passe le mieux, ce sont des technologies relativement peu coûteuses, avec une vraie diffusion, et que l'utilisateur puisse retrouver à la maison une fois rentré à la maison. Et ça passe par des téléviseurs, ça passe par des smartphones, ça passe par les outils que nous utilisons tous, et qui sont probablement le meilleur point d'entrée vers le numérique. Un rapide tour sur les TIS. Moi, j'ai un petit outil interne. C'est cette carte où je remets tout un tas d'informations. C'est peut-être un peu touffu, mais mon adresse email se trouve là-bas aussi. Et je vais passer la main à Benoît, qui va vous montrer on-site le mode de fonctionnement, ou en tout cas le fonctionnement de cet outil-là. Un outil qui, pour rappel, a été réutilisé. Donc c'est quelque chose qui existait et qu'on a remis au bout du jour. Le temps juste de faire la petite connexion technique parce qu'on a changé de machine, mais je suppose qu'au niveau de la régie, ça va fonctionner. Bon, ici, ça a l'air d'aller. Ok, à mon avis, le câble tire un peu, donc on va peut-être faire ça comme ça, l'espace étant un peu réduit. Bien, le temps que tout ça s'affiche, je pense que c'est une question de secondes. Oui, voilà. Donc, je vous donne simplement en quelques éléments ici la volonté, ici, c'est de se retrouver dans une idée de réalité virtuelle. C'est le fait de faire un jeu à objectif pédagogique. Et donc, on se trouve ici dans la peau d'un technicien de maintenance qui doit donc résoudre une panne sur un élévateur à godet. Alors j'ai avancé un tout petit peu dans le jeu puisque je pense que le temps est un facteur essentiel de cette matinée et je me trouve donc ici dans la salle qui sert de vestiaire pour ces techniciens de maintenance. Ils vont donc devoir s'équiper et donc il faut qu'ils choisissent donc de manière à s'équiper correctement, une salopette par exemple, et puis si je zoome un peu, je vois que j'ai une série d'autres objets comme par exemple des lunettes non pas solaires mais des lunettes adaptées au travail et une paire de chaussures qui ne soient pas des baskets. Et voilà donc mon technicien de maintenance équipé. Alors je vais pouvoir ici passer vers la salle où se trouvent les outils pour être équipé. Vous n'êtes pas équipé de tous les EPI nécessaires. Veuillez les contrôler. Voilà, donc je l'ai fait volontairement. Je pensais m'être bien équipé, mais ce n'est pas le cas.
Donc on a essayé dans cette démarche pédagogique de fournir aussi une série d'éléments comme par exemple toujours le rappel du bon de travail, c'est l'ordre de travail qui est donné pour la petite mission ici, c'est de rappeler aussi une liste des tâches parce que donc la mission consiste en 6 tâches qui sont donc reprises ici et l'aspect inventaire. Donc voilà ici ce que le technicien de maintenance en apprentissage a dans les mains et dans les poches. Et on se rend compte qu'il a bien sa salopette, qu'il a bien ses lunettes et qu'il a bien ses chaussures, mais qu'il a surtout gardé sa montre, son bracelet, éventuellement une chaîne, etc. Donc on va devoir ici retirer manuellement ces petites choses qui ne sont pas nécessaires pour aller sur le site. L'inventaire, cette fois-ci, étant bon, je vais pouvoir aller dans la pièce suivante. Bravo, vous vous êtes correctement équipé. Vous pouvez poursuivre votre intervention. Alors, pour le petit jeu, la réalité virtuelle que je vous montre ici... Vous êtes à présent correctement équipé de vos EPI. Vous devez choisir les outils nécessaires pour votre intervention. Vous pouvez bien entendu consulter votre bon de travail. Donc, on a essayé d'appliquer une série d'éléments pour avoir des ressources qui soient portables et transportables. Donc, ce que je vous montre ici est exécuté au départ d'un navigateur web. Donc, c'est Google Chrome, pour ne pas le citer, qui permet de lancer cette interface. Ça veut dire qu'en fait, qu'on se trouve quelque part sur un PC, qu'on se trouve sur un Mac, qu'on se trouve sur une tablette, on va pouvoir lancer cette ressource et la faire fonctionner. L'objectif ici, donc, qui a été poursuivi par l'équipe dans laquelle je travaille, donc, qui est l'équipe formation à distance du Forum, et par l'équipe de Technocampus, donc, qui est un des centres de compétences situés à Mons, c'était donc de faire un outil qui puisse permettre de montrer comment ça se passait dans la réalité et de se préparer à ce qu'on peut faire dans la réalité. Ça veut dire que ce produit sert par exemple à des élèves de secondaire qui viennent dans une journée découverte à Technocampus et qui auparavant peuvent donc s'initier avant d'arriver sur place. Donc me voilà ici avec les outils. Donc je vais aller évidemment un peu plus vite pour essayer de choisir les outils. Il me faut évidemment un bac à outils parce qu'autrement je n'ai pas des poches suffisantes. Il me faut l'ohmètre, le mégaomètre, enfin tous les éléments pour mesurer. Il me faut une lampe de poche parce qu'on ne sait jamais, il va peut-être faire noir. Il ne me faut pas évidemment les truelles, il ne me faut pas les visseuses, etc. Et il me faut une bonne paire de gants, pas des gants de jardinage. Voilà, je pense être là correctement équipé et pouvoir donc rentrer dans la minuisie. Vous êtes correctement équipé. Vous pouvez poursuivre votre intervention. Je pense qu'un jour, je pourrai finir technicien de maintenance. Le cadre dans lequel vous vous trouvez... Vous êtes à présent dans l'usine. Pouvez-vous identifier la zone en défaut? On se trouve donc là, dans un endroit qui existe réellement et que vous pouvez aller visiter donc à Technocampus à Mons. Quand on veut faire un produit tel que celui que je vous présente aujourd'hui et qu'on n'a pas les plans du bâtiment, pas les plans des machines et que finalement on a très peu de données exploitables par rapport au bâtiment et à la situation, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, avant, on passait son temps à redessiner, hein, on fait de la DAO, mais ici on a fait autrement, on a fait ce qu'on appelle du scan 3D. Donc c'est encore une autre technologie, on n'en a pas parlé ce matin, mais donc je voudrais par exemple scanner cette petite pièce, je peux la mettre dans un scan 3D et je vais avoir une représentation 3D de la pièce. Vous savez aussi qu'on peut faire
parfaitement maintenant des scans 3D des personnages. Vous pouvez tous avoir votre petit personnage réimprimé en 3D, mais au départ, c'est un scan 3D. Là, on a fait tout simplement un scan, un scan 3D de la pièce et de l'ensemble des machines. Donc, ça veut dire qu'on se trouve là vraiment dans la pièce, que je peux donc me déplacer, avancer, reculer, visualiser les différents éléments et tourner tout autour de la pièce. Je suis vraiment dans l'univers de cette mini-usine. Maintenant, donc, l'exercice me demande de dépanner cette... j'ai cliqué au mauvais endroit. Me demande de dépanner une armoire qui est en panne de manière répétitive. Alors, est-ce que quelqu'un d'entre vous peut m'aider en me disant quelle est l'armoire qui est en panne? Hein? Vous n'êtes pas mauvais quand même, hein? Et pourquoi est-ce qu'elle est en panne? Parce que la lumière est rouge. Voilà. Donc, je vais aller me rendre... Bravo! Vous avez correctement identifié la zone en défaut grâce aux colonnes lumineuses. En vous déplaçant maintenant dans l'usine, pouvez-vous trouver des informations complémentaires sur le défaut présent dans cette zone? Alors, je cherche des informations complémentaires. Normalement, là, rien de plus simple. Si tout se passe bien, je vais pouvoir zoomer et avancer. J'ai un petit souci. Voilà. Hop, il faut juste que je retrouve le panneau. Pas toujours très évident de zoomer. Voilà, j'y suis. Voilà. Et donc, on voit très clairement qu'il y a un défaut thermique dans l'élévateur. Donc, je n'ai plus qu'à taper le message d'erreur. Je pense que je n'ai pas fait de faute. Visiblement... Ah oui, il y a un petit souci de... Oui, mais ça, il faudrait... L'élément sort quasiment de production, donc on n'a pas encore débugué tout. Vous avez correctement identifié le défaut. Vous pouvez poursuivre votre intervention. Donc vous voyez vraiment qu'on a construit ici toute une couche pédagogique sur la réalité virtuelle. Ce balisage est destiné à empêcher que les éléments sous tension de l'armoire ne puissent être atteints par des personnes non averties. Vous devez également vous procurer les différents éléments de consignation nécessaires au verrouillage du disjoncteur. Voilà, donc je vais essayer d'ouvrir la porte de l'armoire électrique. Votre zone de travail n'est pas correctement balisée. Alors là, il faut que j'aille chercher des éléments pour baliser. Alors, vous me direz où est-ce que je les trouve, ces éléments pour baliser. Ils n'ont pas l'air d'être dans les parages, en tout cas pas visibles. Ils se trouvent, enfin il faut le savoir, mais normalement on vous l'a expliqué auparavant, dans la Lockout Station. Et me voilà donc dans cette pièce où je vais pouvoir donc prendre les éléments de balisage, mais aussi la clé pour ouvrir l'armoire, le petit panneau, j'ai loupé je pense la prise de la clé. On va zoomer un peu. Voilà. Et le cadenas ici. Donc je prends chacun de ces éléments qui sont donc toujours dans mon inventaire. J'ai toujours ici les éléments que j'ai en fait dans les poches pour faire mon travail. Et je retourne dans la mini-usine. Benoît, je propose qu'on n'aille pas jusqu'au bout. Je voulais juste encore baliser, si tu veux, et puis après, on va arrêter, parce que je comprends bien qu'il est l'heure d'aller manger. Voilà. Ce que je voulais peut-être vous dire, en attendant de baliser rapidement cette zone, je vais mettre le tapis ici. Bravo. Votre tapis isolant est correctement placé. Vous pouvez poursuivre votre intervention. Et je vais disposer correctement les piquets afin de baliser l'armoire électrique. Donc, je vais baliser l'armoire et puis après, puisqu'on l'aura ouverte,
on sera déjà loin dans notre processus de dépannage. Vous voyez qu'il y a différentes vues aussi qui sont utilisées, donc des vues ici un peu plus aériennes. Et je pense que... Ah oui, je dois valider ici. Bravo, vous avez correctement placé vos piquets. Cependant, voici une disposition plus judicieuse. C'est de la formation, hein. Pourquoi est-ce qu'on les met là? C'est parce que quand la porte s'ouvre, on a la place. Les éléments du circuit de puissance du moteur de l'élévateur. Pour cela, vous devez ouvrir l'armoire avec la clé adaptée et consulter le schéma électrique pour repérer le disjoncteur magnétothermique et le contacteur du moteur de l'élévateur. Voilà, je vais juste ouvrir l'armoire, si elle veut bien. Ah oui, non, il faut que je rentre dans la zone, forcément, oui. Comment dis-tu? Oui, non, mais c'est parce que ça vaut la peine quand même juste de voir pour vous montrer. Je dois prendre l'objet dans l'inventaire, oui, forcément. Je vais prendre la clé, oui. Elle est là. Mais vous voyez que tout a été pensé, hein. Et avec la clé, je vais ouvrir la porte, elle s'ouvre. Et vous voyez quand même que l'armoire a été aussi très correctement détaillée. Je ne vais donc pas aller plus loin. S'il y en a qui veulent finir le jeu, je suis encore là pendant tout le temps de midi. Et je délivre des brevets de technicien de maintenance à la sortie. Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est un projet qui est fait quand même dans une petite équipe avec des moyens relativement réduits, un peu de temps quand même, mais ça veut dire aussi que ce genre de support devienne plus facilement utilisable, plus facilement gérable, et que c'est un travail évidemment entre une équipe de gens qui ont des profils de graphistes et des pédagogues qui ont forcément la connaissance métier et qui expliquent ces différentes étapes. Donc il y a tout un travail de scénarisation qui a dû être fait derrière tout cela, et je pense que le résultat n'est en tout cas pas trop mauvais. Au niveau technique, dernier point, tout ça est fait avec un logiciel qui s'appelle Unity 3D, qui est un logiciel qui fait relativement autorité sur le monde, en tout cas des aspects 3D, et dans nos développements pédagogiques. J'en ai terminé. Tu m'as donné juste le temps qu'il fallait. Merci Benoît. L'urgence, oui, on peut l'applaudir. L'urgence, c'est pas tellement le buffet, c'est juste de ne pas trop déborder. Et tout à l'heure, je vous invite à partir à l'assaut des intervenants du matin autour d'un verre ou d'un sandwich. Mais avant de vous libérer, mon patron voulait vous remercier pour votre présence. Merci Pascal, merci aussi pour l'organisation et les intervenants. 2 minutes simplement pour conclure, puisque effectivement il est temps d'aller s'abreuver et de se nourrir. Je voulais d'abord dire clairement que je crois qu'on doit être fier d'avoir effectivement depuis un certain temps maintenant, et je remarque que ça s'emballe, une dynamique au niveau du numérique en Wallonie. C'est pas pour parler de nouveau de Digital Wallonia, puisque tout le monde connaît Digital Wallonia, mais clairement de rappeler que l'approche de Digital Wallonia, c'est de créer la cohérence entre tous les acteurs au niveau du numérique, et notamment au niveau de tout ce qui est compétences et talents, et vous êtes tous des acteurs dans ce domaine-là. Et je crois que c'est important de rappeler que l'objectif principal de Digital Wallonia, c'est d'être en cohérence et de travailler en cohérence par rapport à l'évolution que le numérique nous demande d'avoir, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau des processus d'apprentissage, au niveau des métiers. Et donc effectivement, on a une volonté, on a une stratégie, vous et nous avons une stratégie, essayons d'être le plus possible dans cette dynamique qui permettra effectivement de mutualiser les efforts. On a parlé tantôt que les centres de compétences numériques se parlent pour coordonner leurs efforts. C'est effectivement ça, un des premiers, je dirais, bénéfices de Digital Wallonia et de la stratégie qui est derrière. Un deuxième élément, c'est un élément important, je crois, c'est qu'on parle d'évolution. Michel, tu parlais d'évolution des métiers. Moi, je parlerais plutôt à terme de révolution. Le numérique, par la rapidité et par, je dirais, l'étendue de l'impact qu'il aura au niveau des métiers, mais aussi au niveau des compétences,
On doit parler plus, à mon avis, de révolution. Et donc, effectivement, il y a un sens de l'urgence. On n'a pas le temps d'attendre. On n'a pas le temps de se poser la question, tiens, est-ce qu'on y va ou pas? Et donc, il faut y aller, et vous y allez. Mais je crois qu'il faut essayer aussi donner et faire passer ce message, ce sens de l'urgence. Et si, par exemple, vous avez dans vos actions un sentiment où il y a effectivement des freins, n'hésitez pas à nous les signaler, n'hésitez pas à les signaler à Pascal. Les freins, on est là pour nous, en tout cas, c'est un peu notre rôle à l'agence, de les mettre en évidence et d'essayer effectivement de vous aider à les enlever, pas nécessairement par des moyens supplémentaires, mais peut-être par des coordinations, peut-être par des collaborations qui n'existent pas ou qui ne sont pas assez efficaces ou efficientes. Donc on doit aller, à mon avis, beaucoup plus vite par rapport à l'évolution de nos pratiques. Et enfin, dernier élément, et Michel le parlait, il y a le signalait, il y a l'aspect formation au métier TIC, mais il y a aussi l'aspect littératie numérique pour tous. Et c'est effectivement un point important. Et je vous signale, peut-être que vous l'avez perçu en suivant le pacte d'excellence, au niveau du nouveau tronc commun des compétences qui est en cours de définition, et où il y a une première définition qui a été réalisée et qui devrait normalement dans le futur donc, se traduire en programme de cours pour les élèves donc, de 6 à 14 ans. La littératie numérique, l'apprentissage au numérique, l'apprentissage à l'algorithmique sont clairement inscrits maintenant, en tout cas dans la version d'aujourd'hui, si je puis dire. Et ça, c'est une victoire importante. Si effectivement ça se traduit dans les programmes de cours des futurs élèves, ce sera effectivement un terreau important pour faire en sorte que les fractures numériques par rapport à l'outil en général soient réduites. Donc on a des signes d'espoir et nous sommes tous... C'est bon, on revient. Il veut vraiment me mettre dans l'armoire. Et donc, on a des signes d'espoir et soyons-en fiers. Tu voulais encore dire quelque chose? Non, c'est... Tu veux vraiment terminer ton intervention? Non, pas du tout. Eh bien, moi, je termine la mienne et je vous souhaite une bonne après-midi. Juste perturbation technologique. Oui, je ne voulais pas couper le PC, j'aurais pu le couper. Non, pourtant, t'as réussi.